Chapitre 1. Le choc mathématique, le mur des 59 milliards. La Smart Money observe actuellement un naufrage financier historique au cœur même du continent européen en ce mois d'avril 2026. L'économie française vient de heurter le mur mathématique implacable de sa propre dette souveraine accumulée au fil des décennies. Les terminaux financiers affichent désormais une dette publique dépassant allègrement la barre symbolique des 118% du produit intérieur brut. Ce franchissement n'est pas une simple anomalie statistique passagère, mais le résultat d'une addiction chronique à la dépense publique non financée. L'État français emprunte aujourd'hui massivement sur les marchés internationaux, simplement pour assurer son fonctionnement administratif quotidien le plus basique. Cette fuite en avant transforme la 7e puissance économique mondiale en un débiteur structurellement insolvable à long terme. L'investisseur souverain comprend immédiatement que cette trajectoire budgétaire explosive était mathématiquement intenable dans le nouvel environnement monétaire actuel. L'indicateur le plus terrifiant de ce krach silencieux réside dans le coût pharaonique de la charge de cette dette monumentale. Dans le budget âprement voté cette année, la France doit débourser la somme astronomique de 59,3 milliards d'euros uniquement pour payer ses intérêts. Ce montant colossal représente de l'argent purement et simplement vaporisé, qui ne financera jamais la moindre infrastructure productive nationale. En l'espace de quelques années seulement, cette charge d'intérêt a presque doublé sous l'effet de la remontée brutale des taux directeurs mondiaux. C'est le fameux et redoutable effet boule de neige qui se met en place sous les yeux médusés des analystes financiers. La nation emprunte de nouveaux capitaux à des taux de plus en plus punitifs pour rembourser les intérêts de ses emprunts passés. C'est la définition clinique d'une spirale de surendettement souverain dont aucun grand pays développé ne sort jamais totalement indemne. Ce fardeau financier de près de 60 milliards d'euros par an paralyse totalement la capacité d'investissement stratégique du pays. Pour mettre ce chiffre en perspective, il surpasse largement l'intégralité du budget alloué à la défense nationale ou à la recherche scientifique. La France sacrifie littéralement son avenir technologique et industriel pour honorer les échéances financières de ses excès budgétaires passés. Pendant que les États-Unis et la Chine investissent massivement dans l'intelligence artificielle, Paris brûle son capital pour rémunérer ses créanciers internationaux. Ce déficit d'investissement productif condamne mathématiquement la croissance économique future du pays à une atonie profonde et durable. Sans une croissance robuste pour générer de nouvelles recettes fiscales, le poids relatif de la dette continuera mécaniquement de s'alourdir chaque trimestre. Le cercle vicieux est parfaitement verrouillé et menace de détruire le niveau de vie des futures générations de contribuables français. Les marchés obligataires, véritables juges de paix de l'économie mondiale, sanctionnent désormais cette dérive avec une froideur absolue. Les investisseurs internationaux exigent une prime de risque de plus en plus élevée pour accepter de prêter leurs capitaux au Trésor français. Le rendement des obligations d'État à 10 ans, connu sous l'acronyme DOAT, a connu une progression fulgurante depuis le début de l'année. Cette hausse des taux d'emprunt se répercute instantanément sur l'ensemble de l'économie réelle, asphyxiant le marché immobilier et le crédit aux entreprises. Les sociétés françaises, déjà pénalisées par une fiscalité écrasante, voient leur coût du capital exploser face à la concurrence internationale. C'est tout le tissu productif du pays qui se retrouve pris en otage par l'incompétence budgétaire chronique de ses gouvernements successifs. La Smart Money intègre dorénavant une décote structurelle massive sur tous les actifs financiers libellés en euros et exposés à la France. La genèse de ce désastre comptable trouve ses racines dans le refus obstiné de réformer un modèle économique totalement obsolète. Contrairement aux nations d'Europe du Nord, la France n'a jamais profité des années de taux d'intérêt nuls pour assainir ses finances publiques. Les gouvernements ont préféré utiliser cette monnaie gratuite pour multiplier les chèques et subventionner artificiellement le pouvoir d'achat à court terme. Le fameux bouclier tarifaire sur l'énergie a coûté des dizaines de milliards d'euros empruntés directement sur les marchés financiers internationaux. Cette illusion de richesse monétaire a totalement anesthésié la volonté politique de réduire le périmètre hypertrophié de l'intervention de l'État. Le réveil est aujourd'hui d'autant plus brutal que la Banque centrale européenne refuse désormais de monétiser aveuglément ses déficits structurels abyssaux. Le pays découvre avec effroi que l'argent magique n'existe pas et que chaque euro dépensé doit inévitablement être remboursé un jour. La gravité de la situation est telle que les artifices comptables habituels ne parviennent plus à masquer l'ampleur de la catastrophe. Le ministère des Finances tente désespérément de rassurer les investisseurs avec des prévisions de croissance jugées totalement fantaisistes par les économistes indépendants. Les agences de conjoncture révisent systématiquement à la baisse la capacité du pays à générer suffisamment de richesses pour stabiliser son ratio d'endettement.
La confiance, élément central et indispensable de la monnaie fiduciaire, est en train de s'évaporer à une vitesse alarmante dans les salles de marché. Les gestionnaires de grands patrimoines institutionnels réduisent discrètement mais massivement leur exposition à la dette souveraine française dans leurs allocations stratégiques. C'est une fuite des capitaux silencieuse et méthodique, orchestrée par les acteurs les plus informés de la finance mondiale actuelle. L'État français se retrouve de plus en plus dépendant d'acheteurs de dernier recours pour financer ses fins de mois difficiles. Ce mur de la dette marque officiellement la fin du dogme de l'exception économique française sur la scène internationale. Pendant longtemps, Paris pensait pouvoir s'affranchir des lois de la gravité financière grâce à son poids diplomatique et politique en Europe. La réalité des marchés financiers vient de pulvériser cette arrogance institutionnelle avec la brutalité d'un krach obligataire à bas bruit. Le pays est désormais traité par les algorithmes de trading comme un marché périphérique à haut risque souverain avéré. Les grands banquiers d'affaires scrutent chaque émission de dette française avec la même nervosité qu'ils réservaient autrefois aux pays émergents fragiles. L'image de marque de la signature financière de la France est durablement et sévèrement ternie auprès des grands créanciers mondiaux. La restauration de cette crédibilité perdue exigera des décennies de rigueur budgétaire et de sacrifices économiques absolument colossaux. Cette réalité mathématique implacable des 59 milliards d'euros d'intérêts modifie fondamentalement la nature même du pouvoir à Paris. Les décisions économiques ne se prennent plus à l'Élysée en fonction des promesses électorales ou des idéologies politiques nationales. Le véritable centre de gravité du pouvoir a traversé les frontières pour s'installer dans les bureaux des créanciers internationaux et des agences de notation. La France vient de subir une immense dépossession démocratique dictée exclusivement par la dégradation violente de son bilan comptable souverain. Le gouvernement français est aujourd'hui réduit au rang de simple exécutant, chargé de rassurer les marchés obligataires à n'importe quel prix. Le deuxième chapitre révèle comment cette perte de contrôle national s'est transformée en une mise sous tutelle officielle et particulièrement humiliante. Nous allons autopsier le processus féroce de l'italianisation accélérée de l'économie française sous la pression de l'Union européenne. Chapitre 2, la mise sous tutelle, l'italianisation de la France. La perte de souveraineté financière de la France n'est plus une simple théorie d'économiste. C'est une réalité institutionnelle actée. Le pays a été officiellement placé sous la procédure de déficit excessif par la puissante Commission européenne de Bruxelles. Ce mécanisme juridique très coercitif dépouille le gouvernement français de sa liberté souveraine d'élaborer son propre budget national de manière indépendante. Paris doit désormais soumettre ses plans de financement à la validation stricte des technocrates européens et des autres États membres. C'est une mise sous tutelle humiliante pour l'une des nations fondatrices et prétendument motrices de l'Union européenne historique. Les inspecteurs des finances de Bruxelles scrutent chaque ligne de dépense avec la sévérité d'un syndic de faillite examinant une entreprise insolvable. Le pays des droits de l'homme est devenu le pays des droits des créanciers, soumis au respect impératif des pactes de stabilité continentaux. L'humiliation suprême pour la diplomatie financière française réside dans l'évolution dramatique du fameux écart de rendement obligataire européen. Historiquement, la dette française était considérée comme un actif sans risque de première classe, s'échangeant presque au même tarif que la dette allemande. Aujourd'hui, les marchés financiers exigent une prime de risque colossale pour détenir du papier français par rapport aux obligations germaniques de référence. Le cauchemar des planificateurs parisiens s'est même concrétisé lorsque les taux d'emprunt français ont frôlé ceux de l'Italie et de la Grèce. Ce rapprochement tarifaire avec les pays du sud de l'Europe marque la fin de la crédibilité budgétaire du modèle français contemporain. La smart money acte la rétrogradation de la France dans la division des économies fragiles et structurellement déséquilibrées du continent. C'est ce que les stratégistes financiers internationaux appellent froidement l'italianisation définitive et irrémédiable de l'économie française moderne. Ce déclassement est méthodiquement orchestré et validé par les toutes puissantes agences de notation financière mondiale telles que Fitch et Standard & Poor's. Ces institutions américaines dégradent inexorablement la note souveraine de la France, sanctionnant son incapacité chronique à redresser ses finances publiques chancelantes. Chaque abaissement de la note agit comme un coup de poignard dans le dos de l'économie, renchérissant instantanément le coût des nouveaux crédits. Les rapports de ces agences soulignent systématiquement la rigidité extrême des dépenses publiques et l'absence totale de réformes structurelles ambitieuses. Ces verdicts, sans appel, dictent le comportement des algorithmes des gigantesques fonds de pension internationaux qui gèrent des milliers de milliards de dollars. La perte du fameux AAA n'était qu'un prélude à une descente aux enfers beaucoup plus profonde dans les grilles de notation souveraine. La France est littéralement tenue en laisse par ces analystes new-yorkais, qui ont le pouvoir de ruiner un pays d'un simple clic.
La procédure de déficit excessif déclenchée par Bruxelles impose une trajectoire de désendettement d'une violence mathématique inouïe pour l'économie nationale. La Commission européenne exige un retour rapide et forcé du déficit budgétaire sous la barre stricte des 3% du PIB. Pour atteindre cet objectif drastique, la France doit trouver des dizaines de milliards d'euros d'économies nettes chaque année, sans aucune exception tolérée. C'est une véritable cure de désintoxication financière imposée brutalement à un État historiquement dépendant de la dépense publique à crédit. Les ministères sont sommés de sabrer dans leur budget de fonctionnement avec une ampleur inédite dans l'histoire de la Ve République. Cette austérité imposée de l'extérieur détruit la légitimité politique du gouvernement qui apparaît comme un simple valet des créanciers internationaux. Les marges de manœuvre macroéconomiques de l'Élysée sont aujourd'hui strictement réduites à l'épaisseur d'un trait de stylo rouge de la Commission européenne. L'impact de cette tutelle sur le marché interbancaire et le financement des entreprises privées françaises est d'une sévérité absolue. Les grandes banques commerciales du pays détiennent dans leur bilan des quantités astronomiques d'obligations d'État, souveraines désormais considérées comme risquées. La dégradation de la note de l'État entraîne mécaniquement et mathématiquement la dégradation de la note de tout le système bancaire national. Pour compenser ce risque, les banques restreignent drastiquement l'octroi de crédit aux petites et moyennes entreprises pour préserver leur propre liquidité. C'est un assèchement brutal du financement de l'économie réelle qui précipite le pays dans une grave récession industrielle et commerciale. Le virus de la dette souveraine contamine l'intégralité du tissu productif, détruisant des milliers d'emplois privés par simple effet de contagion financière. Les chefs d'entreprise paient aujourd'hui le prix fort de l'irresponsabilité budgétaire accumulée par leurs dirigeants politiques au cours des 30 dernières années. Cette mise sous tutelle marque également la fin d'une époque où la France pouvait dicter ses conditions au reste de l'Europe. Le poids diplomatique d'une nation est intimement et irrémédiablement lié à la robustesse de son propre bilan financier national souverain. Un pays qui doit mendier la clémence de Bruxelles pour boucler son budget annuel perd instantanément son statut de leader continental naturel. L'Allemagne et les pays dits frugaux du nord de l'Europe imposent désormais leurs propres règles du jeu macroéconomique sans aucune contestation possible. Le couple franco-allemand, jadis moteur de l'intégration européenne, est totalement déséquilibré par cette asymétrie de puissance financière flagrante et incontestable. La voix de la France est devenue inaudible dans les grands sommets économiques internationaux à cause du bruit assourdissant de sa propre dette. La diplomatie du carnet de chèques est morte, remplacée par l'humiliation des plans d'austérité dictés par les créanciers. Les investisseurs institutionnels ont parfaitement compris que ce changement de paradigme macroéconomique est permanent et totalement irréversible à court terme. La prime de risque exigée pour investir sur le sol français restera durablement élevée pour compenser cette fragilité budgétaire chronique. La smart money procède donc à une réallocation massive de ses actifs, en fuyant les secteurs trop dépendants de la commande publique nationale. Les entreprises des secteurs de la construction, de la santé et de la défense voient leur carnet de commandes s'effondrer brutalement. Les gestionnaires de portefeuille privilégient exclusivement les grands groupes français, dont le chiffre d'affaires est majoritairement réalisé en Asie ou aux États-Unis. C'est une partition financière du pays entre une économie mondialisée qui survit et une économie domestique qui s'effondre sous le poids des taxes. Le marché boursier parisien devient un simple miroir aux alouettes, masquant la tragédie financière de l'économie intérieure réelle. Ce placement sous tutelle financière n'est pas le fruit d'une conjuration internationale obscure ou d'un accident historique malheureux inattendu. Il est la conséquence logique et mathématique d'une architecture étatique devenue monstrueusement inefficace, lourde et incroyablement dispendieuse au fil du temps. Les 59 milliards d'euros d'intérêts annuels ne sont que la facture finale d'un modèle de redistribution sociale devenu totalement hors de contrôle. Pour comprendre l'origine profonde de cette faillite souveraine, il faut disséquer les entrailles du budget de l'État avec une froideur chirurgicale. Le troisième chapitre explore les racines de ce désastre en autopsiant ce que les analystes financiers nomment désormais l'obésité d'État. Nous allons découvrir pourquoi la France possède le modèle social le plus cher du monde pour des résultats macroéconomiques aussi désastreux. Chapitre 3. L'obésité d'État, la cause du désastre. La smart money ne se contente jamais d'observer les conséquences d'un krach. Elle recherche toujours l'origine structurelle de la destruction de valeur. Dans le cas de l'économie française, le diagnostic clinique est une forme extrêmement sévère d'obésité étatique et administrative paralysante. Les dépenses publiques de la France représentent plus de 57% de son produit intérieur brut national total. Ce chiffre est un record mondial absolu parmi les grandes nations développées, dépassant très largement la moyenne des pays de la zone euro.
Cela signifie concrètement que l'État contrôle, redistribue ou dépense plus de la moitié de la richesse créée par les acteurs privés du pays. Cette hypertrophie du secteur public écrase totalement l'initiative privée et assèche les capitaux disponibles pour l'investissement productif libre. C'est un modèle collectiviste de fait qui a progressivement détruit la compétitivité du tissu industriel au profit d'une redistribution sociale permanente. L'élément central de ce gouffre financier réside dans un système de protection sociale dont le coût est devenu mathématiquement délirant. Le modèle français empile les régimes spéciaux, les aides sociales multiples, et un système de santé extrêmement lourd à financer quotidiennement. La gestion de ces dizaines de caisses et d'organismes de redistribution engloutit une part colossale de la richesse nationale en purs frais administratifs. Face au vieillissement rapide de la population, le fardeau des pensions de retraite détruit purement et simplement l'équilibre budgétaire de la nation. L'argent prélevé sur les salaires des travailleurs ne suffit plus à financer ce tonneau des Danaïdes sociales, obligeant l'État à recourir massivement à l'endettement. Au lieu d'emprunter pour construire des infrastructures d'avenir, le pays emprunte sur les marchés internationaux pour payer les pensions courantes de ses retraités. C'est une spoliation intergénérationnelle assumée qui sacrifie l'avenir technologique du pays pour maintenir un confort social artificiel et court-termiste. La bureaucratie française est le second cancer qui ronge la compétitivité macroéconomique et aggrave le déficit abyssal de la nation. Le pays compte un nombre pléthorique de fonctionnaires territoriaux et nationaux, créant une véritable armée administrative au coût de fonctionnement stratosphérique. Cette lourdeur structurelle se traduit par un millefeuille institutionnel où communes, départements, régions et États central se superposent dans une inefficacité redoutable. Les investisseurs internationaux fuient cette complexité normative étouffante qui allonge démesurément les délais de réalisation du moindre projet industriel majeur. La productivité globale de l'économie est lestée par cette machine administrative qui pond des milliers de normes absurdes chaque année calendaire. Entretenir cet appareil d'État nécessite une pression fiscale confiscatoire qui fait fuir les capitaux intelligents et les cerveaux les plus brillants du territoire. La France est devenue un enfer fiscal pour les créateurs de richesses, mais un paradis coûteux pour les consommateurs de deniers publics. L'incompétence de l'allocation des capitaux par l'État central est un autre facteur déterminant dans la création de ce mur de la dette. Les milliards d'euros injectés pour soutenir l'économie n'ont jamais été dirigés vers l'innovation de rupture ou la recherche fondamentale d'excellence mondiale. Ils ont été principalement utilisés pour subventionner des secteurs en déclin ou pour acheter une paix sociale éphémère à coups de chèques cadeaux. La politique des aides aux entreprises a créé une cohorte de sociétés zombies qui ne survivent que grâce aux perfusions d'argent public régulières. Cette mauvaise allocation des ressources empêche le processus vital de destruction créatrice, indispensable au renouvellement d'une économie capitaliste moderne et saine. Les capitaux sont gaspillés pour maintenir en vie le passé, privant les jeunes entreprises innovantes des financements massifs dont elles ont désespérément besoin. Les marchés financiers sanctionnent cette absence totale de vision industrielle en augmentant méthodiquement les taux d'intérêt exigés sur la dette souveraine. La comparaison avec le modèle macroéconomique américain met en lumière la nature tragique de cette obésité étatique française contre-productive. Lorsque les États-Unis s'endettent massivement, une partie significative de ces capitaux est orientée vers le développement des puces électroniques ou de l'intelligence artificielle. C'est un endettement certes dangereux, mais qui crée des actifs tangibles et une hégémonie technologique mondiale génératrice de profits futurs immenses. La France, en revanche, s'endette exclusivement pour financer des dépenses de fonctionnement pures et des déficits d'assurance maladie totalement stériles économiquement. La dette américaine est un pari audacieux sur l'avenir technologique, tandis que la dette française est une simple subvention au déclin structurel présent. Les investisseurs mondiaux font logiquement la distinction entre une dette d'investissement capitalistique et une dette de consommation sociale courante. C'est pourquoi le dollar reste le roi incontesté du monde financier, tandis que la France se retrouve sous la tutelle humiliante de Bruxelles. La fiscalité française, déjà punitive, a atteint les limites physiques et mathématiques de ce qui est macroéconomiquement supportable par une nation. Le gouvernement a épuisé tous les leviers d'imposition imaginables, frappant la consommation, le capital, le travail et l'héritage avec une violence fiscale inouïe. Chaque tentative de créer une nouvelle taxe pour combler le déficit de l'État entraîne désormais une diminution paradoxale et immédiate des recettes fiscales globales. C'est l'illustration parfaite de la fameuse courbe de l'affaire. L'excès d'impôt tue la base imposable en détruisant toute incitation à travailler ou à investir. Les grandes fortunes et les multinationales ont déjà optimisé leur structure pour échapper à cette voracité administrative totalement dénuée de sens stratégique. La classe moyenne supérieure, principal moteur de l'économie, se retrouve seule à porter l'intégralité du fardeau de cette dette souveraine hors de contrôle.
L'État français ressemble à un chirurgien fou qui saigne son patient pour tenter de guérir l'anémie qu'il a lui-même provoquée. L'incapacité viscérale de la classe politique à prononcer le mot austérité témoigne du déni de réalité qui caractérise l'environnement institutionnel français. Réduire les dépenses de l'État est considéré comme un tabou politique absolu, un suicide électoral garanti que personne n'ose affronter courageusement en face. Les plans d'économie annoncés par les gouvernements successifs sont toujours de simples réductions de la hausse des dépenses, et non des coupes réelles nettes. Cette lâcheté budgétaire a permis de repousser sans cesse l'heure du bilan, jusqu'à l'explosion incontrôlable de la charge des intérêts cette année. La smart money méprise ces éléments de langage politique creux, et ne lit que les tableaux Excel froids des émissions de bons du Trésor. Le constat est implacable. L'État refuse de maigrir, il préfère s'endetter jusqu'à l'asphyxie financière totale de ses propres citoyens producteurs de richesses. L'obésité d'État est une maladie chronique mortelle que la génétique politique française semble physiquement incapable de guérir par elle-même. Connaître la cause de la maladie est une chose, mais pouvoir administrer le remède exige un environnement décisionnel stable et particulièrement fort. Or, restituer l'équilibre budgétaire exige des réformes d'une violence mathématique inouïe que les marchés financiers réclament désormais à corps et à cri. C'est ici que l'économie pure se fracasse contre la réalité féroce du droit constitutionnel et de la paralysie du système législatif moderne. Le dernier chapitre de notre investigation dévoile le véritable mur de briques contre lequel l'économie française est en train de s'écraser violemment. Nous allons autopsier le piège institutionnel et le blocage parlementaire qui rendent cette faillite souveraine totalement inévitable pour l'investisseur avisé. Chapitre 4. Le piège institutionnel, l'équation insoluble. Le véritable drame qui terrifie la haute finance internationale en cette année 2026 dépasse la simple arithmétique des déficits abyssaux. La smart money observe avec effroi une paralysie totale du système décisionnel français, rendant toute thérapie macroéconomique d'urgence stricte virtuellement impossible. Pour sauver le pays de la faillite, il faudrait imposer des coupes budgétaires d'une sévérité absolue et sabrer massivement dans la sphère publique hypertrophiée. Cependant, l'architecture politique française actuelle souffre d'un blocage institutionnel majeur au cœur même de son Assemblée nationale lourdement fragmentée et sans boussole. Aucun gouvernement ne dispose de la majorité absolue indispensable pour voter démocratiquement les réformes douloureuses exigées par la Commission européenne et les créanciers. L'État est devenu un gigantesque navire sans gouvernail, dérivant dangereusement vers les récifs acérés des agences de notation financière nord-américaines. Ce vide de pouvoir exécutif fort transforme une crise budgétaire très grave en un véritable risque d'effondrement systémique national imminent. L'équation politique est devenue strictement insoluble pour quiconque accède aux plus hautes responsabilités gouvernementales de la Ve République aujourd'hui. D'un côté, passer en force un budget d'austérité brutale par décret déclencherait instantanément une motion de censure fatale, faisant chuter le gouvernement en place. D'un autre côté, présenter un budget laxiste pour survivre politiquement provoquerait la sanction foudroyante des marchés, avec une explosion immédiate des taux d'emprunt. Les responsables politiques sont totalement coincés dans un jeu à somme nulle où chaque décision mène inexorablement à un désastre financier ou institutionnel majeur. Les investisseurs internationaux détestent l'incertitude juridique et l'incapacité de la France à adopter une ligne budgétaire claire est le pire signal possible envoyé. L'absence de consensus politique pour sauver la nation valide la thèse d'un déclassement irrémédiable de la qualité de la signature financière du Trésor. Le blocage législatif agit comme un accélérateur terrifiant de la défiance des investisseurs envers les obligations d'État émises par le gouvernement. La conséquence directe de cette instabilité institutionnelle chronique est une volatilité extrême et destructrice sur tous les actifs financiers liés à la France. Les grands fonds spéculatifs, maîtres absolus des marchés dérivés, utilisent cette faiblesse politique structurelle pour attaquer agressivement la valeur de la dette souveraine. Ils parient massivement sur l'incapacité du Parlement français à voter un plan de sauvetage crédible, augmentant la pression sur les rendements à long terme. Cette spéculation baissière aggrave directement le coût du refinancement de la dette, ajoutant des milliards d'euros supplémentaires à la facture des intérêts payés. La politique politicienne interne française est ainsi sanctionnée en temps réel sur les terminaux boursiers du monde entier avec une cruauté financière absolue. Le pays découvre que la souveraineté économique n'existe pas lorsque l'on dépend quotidiennement du bon vouloir de créanciers extérieurs pour boucler ses fins de mois. La paralysie parlementaire se paie directement en cash, précipitant l'économie nationale dans les abîmes de l'insolvabilité souveraine la plus totale. Face à ce péril institutionnel mortel, la fuite des grands capitaux privés hors des frontières françaises s'est dramatiquement accélérée depuis plusieurs semaines consécutives.
Les fortunes entrepreneuriales et les liquidités des grandes entreprises quittent discrètement le territoire pour se réfugier dans des juridictions financièrement plus stables et prévisibles. Les gestionnaires de patrimoine conseillent vivement à leurs clients fortunés de diversifier massivement leurs actifs en dehors de la zone d'influence fiscale parisienne. Cette hémorragie de capitaux assèche encore davantage les ressources d'une économie exsangue qui a cruellement besoin d'investissements privés pour relancer la machine productive. L'État français perd ainsi sa substance fiscale vitale, au moment précis où le mur de la dette souveraine exige des rentrées d'argent absolument colossales. C'est la panique silencieuse des classes possédantes qui liquident leur position nationale pour se protéger du naufrage institutionnel et financier qui se profile. Le capital est peureux et la fragmentation de l'Assemblée nationale française est le signal d'évacuation générale que tout le monde attendait fébrilement. Pour combler ce vide terrifiant et tenter de rassurer désespérément ses créanciers, le gouvernement acculé n'a plus qu'une seule arme comptable à sa disposition. La smart money anticipe déjà une pression accrue sur les capitaux considérés comme captifs et sur l'épargne domestique bloquée. Les assurances vie des citoyens et l'épargne réglementée constituent en effet le dernier grand réservoir de richesse financière disponible sur le territoire national. Les analystes redoutent la mise en place de ponctions exceptionnelles ou de contributions de solidarité forcées pour sauver les apparences comptables. C'est le principe classique de la répression financière où l'État gère son endettement par l'inflation ou par une fiscalité d'urgence. Les institutionnels craignent que la crise de la dette souveraine ne se transforme en une crise de spoliation patrimoniale pour la classe moyenne laborieuse. L'incompétence institutionnelle finit historiquement toujours par être facturée sur les comptes bancaires des contribuables, incapables d'organiser la protection de leurs propres économies. La tutelle des marchés et le blocage parlementaire créent un environnement de risque systémique que les grands investisseurs traitent avec une froideur absolue. Les fonds de gestion cherchent aujourd'hui à désensibiliser urgemment leur portefeuille du risque souverain français et des actifs dépendants de la commande publique. Les obligations d'État européennes périphériques, dont la France fait désormais partie, sont progressivement radiées des allocations d'actifs des grands gestionnaires de fortune. La conservation de fortes liquidités en monnaie fiduciaire est désormais perçue comme une exposition directe à la taxe invisible de l'inflation. La protection du pouvoir d'achat pousse l'élite financière vers une réorientation immédiate des capitaux, vers des marchés actions mondiaux ou des valeurs tangibles décentralisées. L'immobilier physique national, lourdement taxé et impossible à délocaliser, était considéré par les fonds comme un actif hautement vulnérable à l'effondrement du crédit. La stratégie de survie de la haute finance consiste systématiquement à détenir exactement l'inverse de ce que l'État, surendetté, cherche à confisquer. Le piège institutionnel que nous venons d'autopsier garantit que le chiffre astronomique de 59 milliards d'intérêts n'est qu'une étape vers des sommets pires. La combinaison d'une dépense publique hors de contrôle et d'un Parlement dans l'incapacité constitutionnelle d'agir forme le cocktail mortel parfait de l'effondrement macroéconomique. La smart money a déjà rédigé l'épitaphe de la souveraineté financière française et clôturé toutes ses positions acheteuses sur cette zone économique dévastée. L'illusion de la grandeur passée ne pèse strictement rien face à la rigueur mathématique des tableurs de risque des grandes banques d'affaires américaines actuelles. Le déni de réalité est un luxe intellectuel que l'investisseur souverain ne peut plus se permettre dans cette décennie de violentes turbulences géopolitiques et financières. La faillite souveraine n'est plus une hypothèse d'école. C'est le scénario central qui guide actuellement l'allocation des milliers de milliards de capitaux mondiaux. Ignorez le bruit des politiciens impuissants et concentrez-vous exclusivement sur la protection juridique et géographique de votre propre capital, durement acquis par le travail. Ce naufrage historique de la 7e puissance mondiale est la démonstration magistrale que la mauvaise gestion de la dette souveraine détruit toujours les nations. Nous avons décortiqué avec précision comment la France a perdu le contrôle de son destin pour finir sous la tutelle glaciale des créanciers et de Bruxelles. La crise institutionnelle actuelle interdit tout espoir de redressement rapide, condamnant le pays à une longue décennie de déclin économique et de répression fiscale sévère. Votre devoir immédiat est de tirer les leçons de cette autopsie financière pour auditer la sécurité de votre propre épargne face aux risques étatiques majeurs. Pour notre prochaine masterclass d'urgence, quelle grande illusion économique souhaitez-vous que je pulvérise avec cette même rigueur d'analyse macroéconomique totalement détachée des émotions ? Souhaitez-vous une investigation sur le krach silencieux de l'immobilier de bureau américain ou une autopsie de l'échec fulgurant des monnaies numériques de banques centrales ? Faites votre choix stratégique dans la zone des commentaires et abonnez-vous pour garantir votre indépendance intellectuelle face à la propagande financière officielle étatique.